Alors je vais tout de suite casser le suspense. Mon nez, comme parfois il a su me dire quand ça puait, pour moi, on est en bull run. Là, il me dit que ça sent bon. L'alignement des planètes. Oui, mais Yann, il n'y a pas encore eu le halving, oh là là. Toi, tu es le profil du mec qui achète toujours trop tard. On a déjà commencé le bull run. Tu attends toujours les confirmations. Ah oui, mais je sais jamais si j'ai le bas de la correction, le milieu de la correction. On s'en branle. Ce que je pense, c'est qu'on va avoir un pic de volatilité important au moment de l'annonce et très rapidement ensuite suivi d'un sell de news. Prendre son petit doigt, de le sortir de son petit cul et d'appuyer sur le bouton. Retour dans le présent. Les extraits que tu viens de voir datent d'il y a 3 mois. Mon dernier point de marché crypto. Et aujourd'hui, on va mettre tout ça à jour. Bienvenue, ici Yann Darwin, financer investissement mais pas chiant. Pète la gueule du pouce bleu de YouTube et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien rater. Aujourd'hui, on parle de crypto, c'est parti sans transition, ça part direct, j'ai pas le temps. Quand on avait fait cette dernière vidéo, on était très précisément là, et ma thèse, si tu t'en rappelles, c'était nous sommes en bull run, le bull run a commencé. C'est vraiment un bon moment de penser à se placer avec tout ce qui arrive au niveau macro, au niveau news, pour les gens qui sont peut-être retardataires, qui ne se seraient pas placés dans l'horizontale et dans le bear market. Eh bien, force est de constater que depuis, on est allé voir sur le Bitcoin quelque chose comme plus 75%. Et les scénarios dont on avait parlé, c'est-à-dire l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot qui est là et le sell de news qui s'en est suivi, eh bien tout ça s'est passé globalement comme sur des roulettes, j'ai envie de te dire. Donc le but d'aujourd'hui, c'est peut-être de voir où on en est, continuer à jouer à Madame Irma sur ce qui va se passer sur ce cycle. En introduction, tout ce que je peux te dire, c'est que je suis extrêmement excité par ce cycle. Pourquoi ? Parce qu'on voit l'arrivée des institutionnels, au sens large, au sens fort, au sens fat, avec beaucoup d'argent. On ira voir après sur le terminal les flows sur les ETF. Ça nous apporte deux choses. Si tu te rappelles bien, sur le précédent bull run, on faisait déjà des vidéos de mise à jour comme ça et je te disais, les institutionnels arrivent et à l'époque, c'était vraiment le tout début, le balbutiement, grâce à des produits comme GBTC, avant qu'ils se transforment en ETF, et également les futurs, les contrats futurs. Sur CME notamment, on avait eu un vrai shift avec l'ouverture sur des vrais exchanges futurs pour et utilisés par des institutionnels. Donc on avait un petit peu d'argent, un site qui arrivait, mais c'était très faible. Là, avec l'ouverture des ETF spot, je ne vais pas trop faire la vidéo, ça arrive fort. Et du côté instit, et du côté fonds d'investissement, et du côté gestionnaire de fortune, family office, et également du côté retail, puisqu'il est quand même beaucoup plus simple d'acheter un ETF pour Madame Chombier, pour John Wick ou Jean-Claude américain, ou pour n'importe qui finalement. Donc, eh bien, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc on en est là, le cours du Bitcoin, je te le refais pas, si tu suis les cryptos, tu es au courant. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je dis et je maintiens que pour moi, le bull run est très clairement confirmé. Voilà, il est là, on y est, on est à fond, on est là. Je ne peux pas te dire mieux que répondre à tes questions. Et je sais, je les connais, tes questions, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Est-ce que je dois prendre des profits? Comment est-ce que je fais comment est-ce que je le fais? Tout simplement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appuie plus sur le champignon? Est-ce que je me renforce? Est-ce que j'attends un repli? Alors, pour toutes ces questions, on en a énormément sur tous mes réseaux sociaux, vous me harcelez un petit peu partout. Je mets en place un live, ok? En direct, je vais répondre à ces questions, tu pourras les poser, on va interagir. C'est mon premier live full crypto. J'ai déjà fait plein de lives, si tu as suivi des conférences en ligne, etc. L'inscription est là, ça sera le 11 mars, c'est un lundi à 20h15, heure française. Il n'y a pas d'excuses, j'ai pas le temps, je suis au boulot, les enfants sont pas couchés. 20h15, je te fais un petit live. Inscris-toi, les places sont limitées comme sur tous mes événements live, ça se remplit très vite et c'est un événement full crypto et on va s'intéresser à comment faire le max d'argent. Voilà, c'est le thème de ce live là, c'est comment tirer le plus possible profit de ce bull run. C'est que le début, il n'est pas fini. Il va vite, il part avec beaucoup de momentum et surtout beaucoup de capitaux qui rentrent dans le marché. Donc je pense que ça va être épique. Là, mon but, ça va être de t'accompagner et tout simplement de faire en sorte que ça se passe bien sur ce bull run. Donc inscris-toi, le lien est là, il est également dans les commentaires, dans la description. Maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On a confirmé notre premier scénario. Maintenant, on a des choses qui arrivent. On a le halving, on a des ETF sur d'autres cryptos, notamment Ethereum, on va en parler après. L'importance... Encore une fois, pourquoi quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai fait une vidéo, comme d'habitude, tu peux la retrouver sur ma chaîne YouTube, qui dure 1 heure. Parce que j'ai mis en place une stratégie. C'est-à-dire que je pars d'assomption de départ, ok, d'un scénario de départ, et à partir de ce scénario-là, j'extrapole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, et en effet, on ne peut pas tout savoir. Donc, on fait un scénario,
À partir de là, on se dit, ok, il peut se passer ça, 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 et toujours, et c'est le principe de l'allocation d'actifs, ce que je cherche à faire, c'est qu'à partir de mon scénario, je mets, peut-être arbitrairement, mais ça m'est propre, des pourcentages de chances que tel ou tel scénario se passe. Et moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'est de dire, ok, quel est le pourcentage qu'on soit en début de bull run par rapport à tout ce qu'on voit, par rapport aux ETF, par rapport à la pression qui rentre, aux capitaux qui rentrent, aux institutionnels. Donc j'avais un gros pourcentage, tout simplement, de confiance sur mon scénario. Ça m'a permis d'appuyer sur le champignon. C'est des choses qu'il faut que tu apprennes à faire. Et à partir de ça, eh ben, tu fais une allocation sur tes actifs. C'est vraiment extrêmement important que tu apprennes à faire ça. Je te rappelle qu'à l'époque du dernier bull run, le précédent, on avait fait un portefeuille mal aimé. On me demande tout le temps si il est trop tôt ou trop tard pour rentrer parce que, bah oui, là, on a fait 75%. Je te rappelle quand même, tiens, je vais t'afficher un chart qui est propre, que lors du dernier bull run, je me suis amusé à remonter la chaîne YouTube, hein, comme tu peux le voir, enfin, comme tu l'as vu, et j'ai regardé, on avait fait un portefeuille mal aimé, je sais pas si tu te le rappelles, on va aller sur le dernier bull run, voilà, qui avait été relativement dingue aussi et très parabolique. On s'était amusé à faire un portefeuille mal aimé lors de ce dernier bull run, et on l'avait fait un peu trop tard. Le principe du portefeuille mal aimé, si tu n'étais pas là, c'était de dire, ok, on est tard dans le bull run, ok, on était le 15 février. Tiens, on va aller voir où on était le 15 février, tu vois. C'est-à-dire que j'ai noté la date, on était là, ok, on était là le 15 février. Tiens, on va mettre une petite ellipse, là, hop, on était ici, ok. Donc, tu vois qu'on était quand même proche du top. Mais là, ce que je t'affiche, c'est le Bitcoin, ok. Et on le sait, sur les cryptos, qu'est-ce qui se passe ? Toujours pareil, il y a une déversation, un dégueulage de l'argent sur les différents actifs. Ça ressemble à quelque chose d'à peu près comme ça. C'est-à-dire que c'est toujours le Bitcoin qui va péter en premier parce que c'est la valeur refuge, c'est là où les gens veulent investir, notamment encore plus aujourd'hui avec les instituts, les ETF, etc. Et puis, au bout d'un moment, quand le Bitcoin a fait sa hausse, il entérine un petit peu le fait que les cryptos, c'est pas si mal, et donc on commence à s'intéresser à faire plus de performance. Vu que le Bitcoin est déjà monté, qu'est-ce qu'ils se disent les gens ? Ils se disent, ok, je ne vais pas acheter un actif qui est vertical, le Bitcoin il a déjà fait ça, donc je vais aller voir les alts, et là ils vont voir les alts les plus grosses, donc globalement, hein, on va dire le top 10, le top 20, allez. Ok, donc l'argent se déverse dans ces altes-là, c'est ce que tu vois juste en dessous. Alors là, l'exemple, c'est Ethereum, mais c'est vraiment les plus grosses altes, hein, Ethereum, Solana, etc., toutes celles que tu peux connaître dans le haut de la liste, ainsi que les large caps. Et ensuite, eh bien, on descend encore et on arrive vers la alt season, parce que les gens, c'est toujours pareil, quand Ethereum et les large caps sont elles aussi verticales, eh ben, on fait ce qu'on appelle un petit peu de la chasse. Et on va voir quels actifs n'a pas encore fait sa parabole, et puis on essaie de rentrer encore dans de l'horizontal. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec le mal-aimé. Avec le mal-aimé, tout était en haut, tout avait pété, hein, puisqu'on était le 15 février, tu as vu le graphique. Mais il y avait encore certains actifs où on se faisait chier, boring, horizontaux. Pourquoi ? Parce que c'était des cryptos qui étaient plus à la mode, tout simplement. Sur chaque bull run, il y a un narratif, il y a un truc qui est à la mode. En ce moment, c'est beaucoup les nouvelles chaînes et également l'intelligence artificielle, les airdrops, etc. À l'époque, c'était autre chose. Mais bref, on a réussi à finalement identifier des actifs qui n'avaient pas encore pété. On s'était positionné très tard, puisque je te rappelle que on était là dans mon ellipse, donc très tard, et pourtant ce portefeuille avait fait x3, quand le Bitcoin avait fait, si je prends le top du top, 35%. Et nous on était sortis quelque part par là, donc peut-être 20%, tu vois. Mais ce portefeuille avait quand même fait x3. Pourquoi ? Parce que on a cet effet de déversement des capitaux qui se passe, des capitalisations de plus petites en plus petites, parce que les gens prennent des profits, parce que les gens, justement, cherchent des trucs qui n'ont pas encore pété, et finalement, tout se met à augmenter dans un bull run. C'est vraiment le principe du bull run, c'est vraiment ce côté complètement déjanté, et tout explose. Donc, à n'importe quel stade du cycle, on va pouvoir faire de l'argent. Et c'est exactement le but de la conférence. Vraiment, inscris-toi, parce qu'il va y avoir beaucoup de valeur ajoutée, puisqu'on est encore au début du cycle. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est plus simple que ça le sera dans un mois, c'est plus simple dans un mois que ça le sera dans 6 mois, que ça sera dans 8 mois, je ne sais pas jusqu'à quand va durer ce cycle-là, mais ça va être de plus en plus dur. Donc il faut être préparé dès le début, prendre des notes, mettre en place ces checklists, mettre en place ces plans, c'est maintenant qu'il faut le faire, c'est pas plus tard, vous allez encore vous réveiller au dernier moment, à un petit peu sauter partout. C'est comme ça qu'on se prend les portes de saloon, c'est comme ça qu'on se fait sortir, c'est comme ça qu'on oublie de prendre des profits et qu'on était à 1 million ou je ne sais pas combien et qu'on se retrouve à 100 000 et que du coup on veut plus vendre et du coup on se dit ça va remonter et du coup on est enfermé de ses propres investissements. C'est quand même pas le but. Le but d'un investissement, c'est de faire de l'argent et de réaliser ses plus-values, ok ? Donc on parlera de tout ça dans la conférence. Maintenant, ok,
maintenant qu'on a posé le décor. Ok, il n'est pas trop tard pour rentrer. Moi, personnellement, je pense qu'on est relativement au début du cycle. Il y a toujours des classes d'actifs qui vont être intéressantes. D'accord. On a vu que c'était important d'avoir une stratégie, que c'était important d'avoir une vision globale, pas que crypto centrée, mais également sur le marché global, avec des indicateurs. On les voit souvent dans les points de marché. On voit que même sur un portefeuille de crypto mal aimé, on arrive quand même à faire des x3 en fin de bull run. Parlons un peu de l'actu, tiens. On a une actu en ce moment on a deux actus en ce moment qui sont vraiment prégnantes et que je t'ai mis sur la charte que je te remets ici. C'était caché. Tadam! On a le halving qui va intervenir à peu près ici. Quand on regarde le compteur, il nous reste 49 jours avant le halving. C'est sujet à bouger un petit peu suivant l'activité bien sûr sur la blockchain Bitcoin, mais toujours est-il que le halving va apparaître quelque part par là. Je t'ai tracé le all-time high du précédent cycle aux alentours de 69 000. Et on a l'ETF Ethereum, donc il y a un dépôt, la prochaine fois que la SEC va statuer sur le dépôt, c'est le dépôt de Vanek, et ça devrait être le 13 mai. Donc j'ai mis une date une zone un peu plus large là, entre le 11, le 10 et le 17, mais globalement c'est dans cette zone-là, pour la prochaine fois que la SEC va dire oui ou non, ou reporter encore une fois sa décision, ok ? On peut quand même se dire, et c'est exactement ce qui s'était passé sur l'ETF Bitcoin, que forcément, tous les gens vont aller acheter un petit peu la rumeur. C'était complètement ce qui s'est passé ici, avant qu'il y ait la news et avant qu'il y ait forcément le sell de news, puisque les gens prennent des profits. J'ai vu sur Internet qu'il y avait un énorme débat sur est-ce que ça va sell de news ou pas. Il y a toujours des prises de profit, ok, après une montée. Mais tu vois que le sell de news, à l'époque, il a fait super mal parce que les gens se disaient « Ah, ça y est, c'est fini, c'est la fin du monde », comme d'habitude. Le sell de news du plus haut au plus bas, on fait moins 21. Mais maintenant, avec le recul, quand on le voit aujourd'hui, c'était rien du tout. Okay, donc je dis pas que le sell de news va mettre fin à la montée, mais en tout cas, on pourra aussi profiter éventuellement pour recharger à ce moment-là, etc. Ok, les ETF sont quand même super importants. Et on va peut-être aller le voir, d'ailleurs, tout de suite sur le terminal, tiens. Allons sur le terminal, les amis. Et voyons ce qui s'est passé sur l'ETF Bitcoin depuis qu'il a été mis en place. On a ici, regarde ici, là, c'est donc les net inflow des différents ETF. On voit que BlackRock a rentré 7 milliards de dollars. C'était pas pour rien qu'ils avaient calculé leurs frais réduits à partir de 2,5 et 5, etc. Ils ont éclaté leur but et je pense que ça va faire x10 largement. On a Fidelity en deuxième position, etc. Bref, on a des milliards qui rentrent dans les ETF. Je t'avais préparé un ou deux charts pour te l'expliquer. Là, on voit le volume. Enfin, regarde le volume. On fait record sur record. Alors, au début, forcément, il y a eu beaucoup de volume sur la news. Après, ça s'est calmé. Et là, on est en train de faire record sur record, là, sur ce mois de février, avec des jours de plus en plus haut. Hop, ça se calme un peu, de plus en plus haut. Et là, à la fin février, ça devient n'importe quoi au niveau du volume sur ces actifs-là. Au niveau du total asset sous gestion, donc la totalité de l'argent finalement qui est présent sur ces ETF, on parle de 46 milliards, même plus, puisque mon graphe a maintenant 3 jours. Donc on arrive à 50 milliards, quoi. On arrive à 50 milliards de dollars. Ce qui est énorme, puisque là on ne parle pas de market cap, on ne parle pas de capitalisation, comme quand on regarde la market cap d'un actif. Non, on parle d'argent qui est rentré dans le marché. Je te rappelle que le market cap et l'argent qui est dans le marché, c'est pas la même chose. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les gens confondent tout le temps, mais ça n'a rien à voir. Ok, le market cap, c'est juste le dernier prix multiplié par le supply. Là, on parle d'argent rentré dans la machine. Très différent et très intéressant de le prendre en compte. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. J'ai fait aussi d'autres recherches pour me rendre compte un petit peu de la typologie des investisseurs. Donc ça, c'est que des investisseurs, entre guillemets, des fonds qui doivent déclarer légalement leur holding, ok ? Donc ce qu'ils détiennent. Donc quand on regarde et que je trie sur les ETF Bitcoin, on voit qu'on a des fonds qui sont quasiment à 100% de leur equity en Bitcoin. Donc là, c'est des trucs qui sont, en ETF Bitcoin, qui sont très spécifiques. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le reste de la liste. C'est tous ces fonds-là, on va dire, à partir de 5% jusqu'à quelques points de pourcentage de leur asset sous gestion. C'est eux qui m'intéressent. Et eux, j'adore. Et tout ce que je vois, c'est positif parce que je les vois grossir. Et quand je vois ce genre de fonds, là, qui sont des family office, qui sont des gestionnaires de fortune, qui sont des conseillers, tu vois, Redwood Asset Management, Cambria Global Allocation. Il y a également des assurances-vie qui s'exposent à l'ETF Bitcoin, alors certes avec des allocations qui sont faibles, ils font leur travail très bien d'allocation d'actifs et de gestion du risque, donc ils vont pas prendre des 10-20%, ils vont prendre des 0,10, 0,12, 0,15, 0,5,
1%, 2%, allez 3%, peut-être 5% s'ils sont méga agressifs. On voit quand même que Universal Guarantee Life Insurance, et ils ont mis 5% sur l'ETF Bitcoin. Donc oui, on n'a pas toute la typologie des investisseurs, là on parle que, encore une fois, d'institutionnels, mais c'est ce qui nous intéresse. Il n'y a pas Madame Chombier dans cette liste, il y a les gros fonds. Et cette liste ne fait que grandir en termes de nombre de fonds qui viennent prendre leur petite expo. Mais eux, une petite expo, c'est pas ta petite expo à toi, tu vois, c'est vite des millions, c'est vite des milliards. Donc, c'est extrêmement positif sur le momentum de ces ETF, et on aura, à mon avis, le même momentum sur Ethereum, qui devrait être quand même, je l'espère, validé plus facilement. Pourquoi ? Parce que la SEC a déjà statué sur le fait que Ethereum n'était pas une securities, etc. Donc, j'imagine que ça va être validé plus facilement, même si je doute quand même qu'ils vont pas encore reporter 1 ou 2 fois, on verra bien, mais ça nous emmène du momentum dans le marché. Du coup aussi, je me pose une question, c'est que Ethereum devrait surperformer Bitcoin sur l'attente de cet ETF. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a vu juste avant, tous les investisseurs se disent « Ok, le Bitcoin, il a fait quoi ? Bah oui, il a acheté avant l'ETF, et puis après, il a sell the news parce que les gens ont spéculé sur l'acceptation de l'ETF. » Ethereum devrait faire la même chose, donc Ethereum devrait potentiellement surperformer Bitcoin. Donc si on vient se promener ici, ce qu'on peut faire, c'est un spread BTC sur Ethereum, pour se rendre compte de est-ce que Ethereum gagne du terrain. Et là, ce qu'on voit, c'est que pas encore. C'est-à-dire que il faudrait que la courbe descende pour qu'Ethereum gagne du terrain. Donc, c'est pas encore le cas. Quand on passe en daily, hop, on va agrandir parce que les échelles sont tellement compliquées, voilà, que on voit que là, on veut que cette courbe descende, je rappelle, pour que Ethereum surperforme Bitcoin. Donc, on voit qu'on a peut-être fait un top et qu'on est en train d'aller chercher quelque chose qui pourrait faire qu'on a une surperformance d'Ethereum, et je pense que dans les semaines et mois qui vont arriver, Ethereum va venir surperformer Bitcoin. C'est aussi pour ça qu'on l'a vu très récemment sur certaines rumeurs d'acceptation et discussions autour de l'ETF. On a eu Ethereum qui a pas mal pété aussi. Donc ça peut être une bonne solution de se placer sur Ethereum ou sur des Ethereum-like pour jouer ça, ok ? On a également les différents, comme d'habitude, analystes qui nous disent qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe. Mais bon, ils nous avaient dit la même chose avec Bitcoin depuis 2 ans. Donc je ne suis pas très attentif à ça. Mais en tout cas, suis quand même ce qui se dit. Pas parce qu'ils nous font des pourcentages de chances de oui ou non. Mais quand il se met en place un consensus. Parce qu'on nous parle de l'ETF spot Bitcoin depuis des années, mais il y a un consensus qui s'est mis en place vraiment à la fin, où 90% des analystes étaient confiants, etc., parce que les bruits tournent. T'imagines bien qu'il y a des rumeurs, il y a un mec qui bosse à la SEC qui a entendu un truc, etc. Donc ça, quand même, ça se répand un petit peu dans le marché, dans ces différents analystes. Donc pour l'instant, sur l'ETF Ethereum, c'est plus mitigé, mais au moins, ça nous permet de suivre les dates. Maintenant, ce que je voudrais regarder aussi, et ce que je regarde pas mal, par rapport donc à tout ça, c'est qu'est-ce qu'ils font les gens, quoi. C'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui, sur le Bitcoin, parce qu'on prend le plus gros, parce qu'on prend celui qui a le plus pété, parce qu'on prend celui, comme on l'a vu juste avant, qui drive le marché, puisque je te rappelle que ça, c'est quand même super prégnant sur tous les cycles crypto, ça se passe à différents niveaux. Des fois, ça se passe, ça retemporise, ça se repasse. C'est pas que ça se passe une fois, c'est pas qu'il y a une rotation des capitaux, genre Bitcoin explose et puis après ça fait comme ça. C'est que ça se passe, Bitcoin explose, ça fait comme ça, le reste explose, hop, il se passe un peu rien, ça corrige, ça repart, etc. Tu vois, c'est plus des vagues, cette rotation de capitaux. C'est pas un truc linéaire en une fois, c'est des vagues à chaque fois qui se passent comme ça. Mais c'est quand même super important. Du coup, ce que j'aime regarder également, c'est le comportement des gens, et notamment sur Bitcoin, et notamment, comme d'habitude, les short-termistes par rapport aux long-termistes. Pourquoi ? Parce que ils investissent pas de la même façon. Je veux dire, quand tu es un short-termiste, tu n'investis pas comme un long-termiste. Quand tu viens de rentrer sur le marché, tu fais pas la même chose que quand tu détiens des bitcoins depuis 10 ans. Et ce qu'on voit sur chaque cycle, c'est qu'il y a un comportement un petit peu inverse. C'est-à-dire que globalement, les long-termistes, si je te dessine un petit peu le cycle, donc qui à chaque fois fait comme ça, hop, 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 parabolique, hop, on voit le top, ça se finit, hop, dead cat bounce, etc. Voilà. En gros, c'est ça un cycle. Je te l'ai fait, c'est vraiment dégueulasse, mais la forme générale est là. Ça n'est pas un dromadaire ou une fusée, c'est un cycle crypto. Ce qui se passe, c'est qu'en général, sur les débuts de cycle, enfin ça se passe à chaque fois d'ailleurs, plutôt par là, eh bien on a de plus en plus de long-termistes qui vendent. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils sont en profit finalement dès le début. Donc eux, ils profitent de la montée pour vendre. Et on a des short-termistes qui, au contraire, accumulent. Puisqu'ils viennent de rentrer, ils sont beaucoup plus récents, donc ils accumulent. Et en général, ils sont aussi pas très bons pour timer les choses, puisque toujours pareil, ils arrivent sans plan, ils arrivent sur le FOMO, etc. Et eux, ils se mettent à vendre au top et après.
Ok. Donc si je regarde la courbe, on va dire des ventes dans le temps, globalement, et que je mets, on va dire, voilà, les longs termistes en jaune, bah, ils vont vendre en début de cycle parce qu'ils prennent des profits, puis c'est assez linéaire. Et puis en fin de cycle, bah, on a vu le top, et c'est eux qui le dessinent, puisque c'est eux qui sont là depuis longtemps avec l'argent et ils arrêtent de vendre. Ok. Et je vais mettre les short termistes, je sais pas moi, en vert, et eux, bah, ils font rien, 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 ils font rien. Et hop, en fin de cycle, ils se réveillent, quand eux ont quasiment fini, et ça vient se croiser, ok. C'est tout simplement un retard de prise de profit, puisque forcément, ils sont là depuis moins longtemps. Donc quand on l'analyse, on peut à peu près jauger d'où on en est dans le cycle. Donc là, ce qu'on voit, c'est que les long-term holders, c'est quand c'est rouge, ils distribuent, donc ils vendent, et quand c'est vert, ils accumulent, d'accord? Donc là, on a tous les cycles, donc on voit un petit peu la magnitude de ce qui se passe à chaque fois. Là, sur le dernier bear, on voit qu'il y a une zone d'accumulation ici, et que ça commence à peine à distribuer, donc à vendre et à prendre des profits. C'est le tout petit machin rouge qui est là. Mais on est loin des prises de profit, tu vois, massives, qui sont à chaque fois d'ailleurs proches des tops, en fin de cycle, ok? Ici, ici, et même sur les cycles d'avant, ici et là, ok? Donc on a un début de prise de profit de la part des long-termistes, mais relativement faible, ok? Quand on regarde, si on le regarde d'ailleurs comme ça, c'est un autre graphe qui veut dire la même chose. La ligne orange, c'est combien ils détiennent, ces long-termistes. On voit que ils viennent distribuer en début de bull market, et puis en fin de bull market forcément, et notamment sur le top, ils détiennent beaucoup moins. Et puis ils viennent réaccumuler pendant le bear, et ils viennent distribuer pendant le bull, et ils viennent réaccumuler pendant le bear. Et là, on n'a pas encore on a un tout petit début ici. Hein, tu vois, faudrait le zoomer pour s'en rendre compte. On a un tout petit début de distribution, mais très faible, ok? Et quand on regarde les short-termistes, par contre, à l'inverse, tu vois, dernier cycle, ils rentrent avec la montée parce qu'il FOMO, ils font que rentrer, ils continuent à rentrer, ils rentrent, et puis là, ils paniquent parce que ça descend, et puis voilà, ils sont toujours un petit peu en décalé. Et en termes de momentum, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas trop là où ils distribuent, mais c'est là où ils rentrent, puisque ça prouve qu'il y a un FOMO, que, ok, ça monte, attends, tu sais, c'est les mecs qui sont toujours en retard. C'est-à-dire genre, non, mais les cryptos, c'est fini, ça commence à monter, non, mais c'est trop tôt pour rentrer. Et puis ça commence à être vertical, ah ben non, maintenant c'est trop tard pour rentrer. Et puis ça continue à être vertical, ça empile des 20, des 30%, et puis là ils disent, non, mais quand même, faut que je rentre. Et tu vois, ils empilent toujours en retard, et plus ça FOMO, plus il FOMO avec le marché, et c'est d'ailleurs merci à vous, hein, c'est vous qui nous faites faire de l'argent. Et donc, là, ce qu'on voit, attends, je vais enlever ma tête, c'est que, hop, ça commence à peine à se mettre en place, là, tu vois. On est encore très loin de la folie du précédent cycle. Donc ces choses me font dire, et c'est vraiment des indicateurs que j'adore, parce que là on est vraiment sur la psychologie des gens, ok, et en gros on a un peu scindé entre la smart money et la dumb money, même s'il n'y a pas que de la dumb money dans les short-termistes, mais en tout cas on a un petit peu scindé les gens qui sont là et qui font les choses correctement, entre guillemets, parce qu'ils accumulent depuis longtemps et ils savent que voilà, le pouvoir du DCA, le pouvoir d'accumuler quand ça se pète la gueule. Et donc globalement, voilà, je mets un pourcentage quand même un petit peu plus smart sur les long-term holders. Et j'adore cet indicateur et je le regarde à chaque fois. Et tu vois, quand je commence à paniquer là, enfin à paniquer entre guillemets, mais quand je commence à me poser des questions, à dire voilà, les portefeuilles ont déjà fait 100, 200, 300%, 400, 500 sur certaines altes aujourd'hui, parce que on était bien rentré, notamment avec le money game, etc. Est-ce que c'est le moment de vendre? Tu vois, j'ai encore eu la question, pas plus tard que tout à l'heure, au sein même de la boîte par un de nos collaborateurs, est-ce que c'est le moment de vendre? C'est vrai que si tu regardes, tu ouvres ton application et tu vois plus de 300%, oui, tu as envie de vendre. Mais en vrai, quand tu te calmes et que, encore une fois, tu regardes ton plan et tu regardes à comprendre où on en est dans le cycle, par A plus B, on est au début du cycle. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas un Black Swan demain et que ça peut pas corriger de 10 ou 20% s'il y a une mauvaise news. Je suis pas en train de dire que ça va to the moon. Mais je suis en train de dire que si je regarde au niveau macro ce cycle et ces cycles, on est au début du cycle. Donc il y a de l'argent à faire, faut pas le faire n'importe comment, il va falloir rentrer correctement, puisqu'à chaque fois c'est des pourcentages de gains qu'on va prendre, il va falloir sortir correctement, parce qu'à chaque fois c'est des pourcentages également de gains qu'on va prendre, et surtout, le truc le plus important que les gens oublient complètement, vraiment qui est sous-estimé dans la façon de faire l'argent, c'est de savoir faire une bonne rotation d'actifs pendant le bull run et pas rester figé. On appelle ça souvent rester en mouvement, et notamment on l'assène tout le temps dans le money game, sachez rester en mouvement, et on l'enseigne, parce que entre eux, j'achète une crypto en bas et j'espère qu'elle soit là, et puis j'espère de vendre le top, et je fais un portefeuille correct
avec une bonne allocation, et je sais, bah tiens, vendre celle-là, et puis en racheter une nouvelle pour remplacer ce camembert là, hop hop hop, et je viens faire une rotation à chaque fois d'actifs finalement dans mon portefeuille, pour profiter à chaque fois, et c'est ce qu'on avait fait avec le mal-aimé, on avait arbitré une partie du portefeuille qui était déjà bien montée pour prendre un truc qui a fait x3, avec juste une partie de la loc, en argent gratuit en fait, puisque ce qu'on a fait à l'époque, c'était qu'on avait coupé. Donc tu as un portefeuille, tac, tu viens en couper un bout, ce bout-là, tu viens l'investir avec une nouvelle allocation dans un truc qui n'a pas encore pété, ce truc-là a fait un x3, bah finalement, t'avais pris un bout de portefeuille qui était déjà en gain, argent gratuit, hein, c'était du gain, tu l'as remis dans un truc qui est venu faire x3, t'as fait x3 sur ton argent gratuit, c'est vraiment la base de l'allocation d'actifs, ok. Je vais pas aller plus loin. Sur ce point crypto, le but c'est qu'il soit juste une photo d'où on en est et qu'il soit rapide. Inscris-toi au live, vraiment, je vais te donner des checklists, je serai avec Guillaume, ça va être trop bien. Je suis très excité par ce live crypto, première fois qu'on le fait, un live full crypto. Le lien est là, le lien est dans les commentaires, dans la description, etc. C'est le 11 mars, c'est un lundi à 20h15. Je te dis à très bientôt la team, ciao.